Bien, je vous disais il y a de cela quelques instants que la meilleure façon d'investir dans des sociétés, c'était de regarder les sociétés, de trouver des raisons pour investir dans des entreprises cotées en bourse. Je vous propose maintenant d'aller à la rencontre d'une des grandes sociétés cotées en bourse, parce qu'elle fait partie des plus grosses capitalisations. Elle doit être 51e ou quelque chose comme ça à la Bourse de Paris. Je vous demande d'accueillir le directeur des relations actionnaires de Suez, Monsieur Florent Gautron. Bien. Florent, on va regarder les raisons, les 4. J'en veux 3, vous m'en avez trouvé 4. J'en ai trouvé 4, mais bon, alors, il y en a peut-être encore d'autres, qui plus est. Avant d'attaquer par ça, je voudrais qu'on parle de vos métiers. Suez, ça fait quoi ? Alors, Suez a une ambition, c'est la gestion durable des ressources, et nous le faisons à travers 2 métiers. Et donc, derrière vous, vous avez ces 2 grands métiers, la gestion de l'eau et la gestion des déchets. Alors, en pratique, derrière la gestion de l'eau, il y a quoi ? Alors, derrière la gestion de l'eau, il y a 2 activités bien distinctes. C'est l'eau potable, la gestion de l'eau potable, et la gestion des eaux usées. Et dans ces domaines, nous faisons tout. Comme nous le disons, nous sommes présents sur l'ensemble de la chaîne de valeur. C'est-à-dire que nous sommes dans la partie pompage de l'eau, nous sommes dans la partie traitement de l'eau, nous sommes dans la distribution et nous sommes dans la relation clientèle. Dans la gestion des déchets, donc dans l'autre métier, c'est de la même manière, nous sommes présents sur l'ensemble de la chaîne de valeur. C'est-à-dire que nous collectons les déchets, nous les trions. Dans certains cas, nous les enfouissons. C'est la méthode la plus ancienne de traitement des déchets. Donc on met dans des décharges et on recouvre. Voilà. Alors évidemment, ces décharges sont gérées de manière scientifique, mais dans l'esprit, c'est ça. Et puis, il y a des modes de traitement qui sont en pleine explosion et qui sont l'avenir de nos sociétés, l'avenir de notre entreprise. C'est tout ce qui est la valorisation. Et dans ce domaine, il y a ce qu'on appelle la valorisation énergétique. Donc, on brûle les ordures ménagères ou industrielles et on en tire par combustion donc une énergie qui sert généralement pour produire soit de la vapeur et également de l'électricité. Donc valorisation énergétique, il y a valorisation matière, donc ça c'est tout ce qui permet de recycler la matière, donc le verre, les papiers, enfin bon, tout le recyclage à ces matières recyclées, et puis également ce qu'on appelle la valorisation biologique. Et donc cette valorisation... C'est quoi la valorisation biologique ? La valorisation biologique, c'est tout ce qui concerne à laisser fermenter les déchets, et donc qui en bout de course, soit permet de produire du compost, soit produire du biométhane. Donc c'est une autre forme de valorisation. D'accord, donc les déchets, on les enfouit ou bien on les traite pour faire de l'énergie, pour faire de nouvelles matières ou pour faire de la biovalorisation. Voilà. Tel que vous venez de et dire. dans ces 2 métiers, c'est pour ça qu'on dit qu'on est un acteur, et on est un acteur majeur de la gestion des ressources. Au cœur de cette gestion de l'eau et de cette gestion des déchets, on œuvre pour la préservation de ces ressources. Préservation de l'eau, préservation des matières premières en recyclant ces matières que l'on jette. Si on regarde les chiffres, l'eau, vous pesez quoi ? Il y a beaucoup de sites, Alors voilà, on vous a mis à l'écran là, donc un certain nombre, dans ces petites bulles vertes, un certain nombre d'indicateurs techniques qui vous montre donc l'importance de Suez dans ces métiers. Dans le domaine de l'eau, voilà, on gère un peu plus de 3000 sites. Alors quand on dit des sites de traitement d'eau potable, traitement d'eau usée, évidemment c'est à travers le monde. Donc traitement d'eau potable, c'est on récupère de l'eau, on la traite, on la met dans le réseau. Voilà, tout à fait. Et eau usée, on collecte les eaux usées chez le particulier et l'industriel. On la traite également avant de la rejeter dans le milieu naturel. On vous a mis aussi des milliards de mètres cubes. Bon, c'est parlant pour les ingénieurs dans nos métiers, mais ça montre effectivement l'importance de ces métiers. D'accord, ça veut dire quand même aujourd'hui que si je regarde les chiffres, on produit plus d'eau qu'on en traite. Oui, en tout cas, nous, dans la position que nous occupons sur ce marché, ça ne veut pas dire que c'est la réalité du monde, mais en tout cas, dans nos savoir-faire, effectivement, Jean-François, nous
nous avons davantage d'activités dans la production d'eau potable que dans le traitement des eaux usées. Alors, quid des chiffres clés concernant les déchets? Alors, dans les déchets, pareil, hein, on est très puissant. Alors, on vous met là, par exemple, 40 millions de tonnes de déchets traités. Alors, traités, c'est, comme on l'a dit tout à l'heure, enfouissement ou valorisation dans toutes ces dimensions. Ces 40 millions de déchets traités, une part, 16 millions l'année dernière, millions de tonnes ont été valorisés. Et cette part des déchets valorisés est grandissante. On y reviendra tout à l'heure. Et puis, en dessous... Pardon, c'est plus rentable pour vous de valoriser que d'enfouir? Non, on doit avouer que historiquement, l'enfouissement était une filière qui était très rentable. Hein, et très rentable. Mais c'est vrai que depuis... de toute façon, c'est dans les réglementations l'incitent, et puis c'est la nécessité de l'évolution. Hein. On est de plus en plus dans la valorisation. Et la valorisation, effectivement, les marges sont un peu plus faibles. Mais je dirais évidemment, par notre rayonnement international, par les positions que nous prenons, il est clair que ça, c'est évidemment intéressant pour la société. De toute façon, c'est inéluctable aller vers la valorisation. Et puis, on vous a mis des gigawattheures. Alors, c'est ce que je vous expliquais, hein, tant en valorisation énergétique, valorisation biologique, on produit de l'énergie. Alors évidemment, on est un producteur, on n'est pas comme un énergéticien, hein, c'est la production d'énergie à notre mesure, mais ce qu'il faut voir, c'est que 5855 gigawattheures, il faut voir que ça représente à peu près la production donc annuelle d'un réacteur nucléaire en France. Donc c'est d'une tranche, hein, donc c'est pas rien. Ok, vous avez dit un certain nombre de choses qui m'amènent à un certain nombre de questions. Vous m'avez dit tout à l'heure, on collecte des eaux auprès des industriels, auprès des particuliers. C'est qui vos clients? Alors, nos clients sont multiples, hein, mais pour faire simple, il y a les collectivités locales. Oui, c'est rarement le client, jamais le client individuel. Voilà, hein, quand on approche le client individuel, c'est à travers les collectivités locales. Donc, il y a les collectivités locales. Ça n'empêche que moi, ma facture d'eau, je la paie bien. Effectivement. J'ai bien reçu une facture où il y avait marqué Suez en haut. Absolument. Mais le client, contractuellement, hein, de la société, c'est la collectivité. Et évidemment, après, nous faisons tout ce qui est recouvrement de créances, tout ce qui est... effectivement, service clientèle. Donc il y a d'une part les collectivités locales et d'autre part les industriels, que ce soit des grands ou des petits. Hein, donc c'est schématiquement cette activité. Ok, autre question, vous m'avez dit tout à l'heure que la valorisation des déchets, c'était une contrainte entre guillemets de société. Il y a des regards, il y a des analyses, des agences qui regardent les sociétés pour savoir si elles se comportent bien d'un point de vue environnemental, etc. Vous, c'est votre job. Mais oui. On sait qu'en Europe, on a une logique qui s'appelle best in class, c'est-à-dire qu'il ne faut pas être sur un secteur porteur pour être considéré comme étant bon. Les agences de notation, vous jugez comment d'un point de vue développement extra-financier, voilà. Alors au niveau... c'est vrai que le développement durable, dans nos métiers, ça fait partie vraiment de notre gène. À la limite, c'est ce que l'on vend. Hein. On vend la performance environnementale. Donc clairement, sur cette dimension gestion durable, performance environnementale, les agences de rating extra-financières nous mettent vraiment en haut de classement. Hein. Et donc, nous faisons partie d'un certain nombre d'indices financiers, hein, les plus grands, mais nous sommes également présents, alors là, dans tous les grands indices extra-financiers. Je crois qu'il n'y a pas de slide qui le montre, mais si à la pause, là, vous avez pu... on vous a mis le rapport intégré, un document vert de mémoire. À la fin de ce rapport intégré, vous avez tout le détail des notations extra-financières de Suez et de notre place dans les grands indices dans ce domaine. Ok, on continue un peu la carte de visite pour connaître un peu l'entreprise. Depuis, je crois, maintenant 2 ans, vous avez changé de nom pour vous appeler Suez. Oui, effectivement. Et maintenant, il faut qu'on dise Suez ? On dit Suez maintenant. Alors effectivement, les gens, enfin, c'est pas évident de s'y retrouver. On l'a vu tout à l'heure dans le papier, il y avait encore un Suez Environnement, chez nos amis de Zone Bourse. Hein. Ce qu'il faut voir, c'est que alors Suez, c'est on vous a rappelé les métiers. Et effectivement, comme vous l'avez dit, Jean-François, il y a 2 ans, nous avons fait disparaître toutes nos marques locales. C'était quoi ? Alors en France, c'était Lyonnaise des Eaux pour tout ce qui est gestion de l'eau. C'était Degrémont pour tout ce qui est construction d'usines, usines de production d'eau potable ou usines de traitement d'eau usée. C'était CITA, la CITA,
dans tout ce qui était gestion des déchets, et pour tout ce qui était ingénierie dans nos métiers, c'était Safège. Hein, voilà des noms qui, en France, avaient une grande histoire. Hein. Lyonnaise des Eaux, c'était 1880, de mémoire. Je crois que Cita, c'est 1919. De Grémont 1939, voilà. Donc c'est des sociétés. On avait rapproché les marques voilà. avec des logos qui se rapprochaient. Maintenant, il n'y a plus qu'une seule marque. Alors voilà, maintenant Tout il n'y ça, a c'est plus Suez. qu'une seule marque, c'est la marque Suez. Alors il y a une phase transitoire, ça a été Suez Environnement, et puis quand l'ancien Suez, enfin notre actionnaire de référence, hein, GDF Suez, a abandonné ce nom de Suez pour s'appeler Engie, nous on a pu simplifier notre nom en reprenant ce nom de Suez tout court, qui pour nous a aidés parce qu'effectivement, à l'international, le mot environnement, malheureusement, ne peut pas se décliner. On le trouvait très beau, évidemment, de dire Suez Environnement, le fait d'associer ce mot environnement nous qualifiait, mais néanmoins, il n'est pas prononçable ou déclinable dans le monde entier. Et en revanche, bon, le Suez en tant que tel est connu dans le monde entier, donc ça appuie notre développement international. Alors justement, vous nous parlez de ça, vous nous parlez de votre actionnaire principal, GDF Suez, devenu Engie, qui, abandonnant le nom Suez, vous permettez de le récupérer. Ça m'amène à vous interroger sur votre histoire boursière. Vous nous avez évoqué des marques centenaires. Voilà. Votre histoire boursière, elle est un peu plus récente. Oui, notre histoire boursière a débuté le 22 juillet 2008. Hein. Alors pourquoi le 22 juillet 2008 ? Puisque ça a été la fusion entre Gaz de France et Suez. Hein. Et comme ces deux groupes devaient se marier à parité, l'ancien Suez a dû réduire sa taille, hein, réduire sa valorisation boursière, et ils l'ont fait, ça a été fait en rétrocédant aux anciens actionnaires de Suez tout le pôle environnement. D'accord, donc on a dit, il y a l'activité environnement. C'est ce qu'on appelle un spin-off. En 2008, on a dit aux anciens actionnaires, désormais, ce pôle va vivre sa vie, on vous donne des titres. On vous donne les titres, comme ça on réduit la valorisation boursière de l'entité qui devait fusionner avec Gaz de France, et donc les actionnaires de Suez de l'époque ont tous eu une action nouvelle Suez Environnement pour les actions, donc GDF Suez. Avec du coup un côté binational, avec une cotation à la fois Paris-Bruxelles. Alors voilà, absolument. On a une cotation binationale, Euronext Paris et Euronext Bruxelles. Alors Euronext Bruxelles, c'est justement lié à cette parenté hein, avec l'ancien Suez. Il faut quand même savoir qu'aujourd'hui, nous avons à peu près 50 000 actionnaires individuels en Belgique. Ça représente 2% du capital, donc ce n'est pas négligeable. Et Valérie Piazza, responsable donc, du club actionnaire, et moi-même, allons très régulièrement donc, en Belgique, à travers des salons, des réunions d'actionnaires, des visites de sites, des conférences, parce qu'on a à cœur d'animer cette communauté. Alors vous avez aussi à cœur de venir à la rencontre des actionnaires. Absolument. Donc, on regarde là. Secteur boursier, puisque je disais tout à l'heure que c'était un élément important quand on construisait son portefeuille. Votre secteur d'activité dans la classification de la Bourse de Paris ? On appelle ça les services aux collectivités. Hein, donc c'est ce secteur qui englobe... alors le terme anglo-saxon c'est utilities. Hein, souvent il nous... voilà. Alors ça recouvre évidemment Suez, ça recouvre Veolia, Séché, enfin un certain nombre de sociétés que vous pouvez connaître les uns et les autres. Ok, et donc le titre est naturellement accessible sur un compte titre à revenir et sur un plan d'épargne d'action, il est éligible. Il est éligible également. Enfin, un actionnaire m'a demandé là tout à l'heure si on pouvait détenir ces actions nominatives. Donc évidemment, nominatif pur, nominatif administré. Attendez, là, passivement. Pédagogie. J'achète une action. Alors, tiens, pour ceux qui ne savent pas, je veux acheter une action. Pour acheter une action, je vais avoir un intermédiaire qui peut être un courtier, une banque. Et je veux passer un ordre d'achat. Donc je vais passer mon ordre d'achat, je vais dire que je veux acheter. Pour préciser les choses, je vais donner le code, dit code ISIN, c'est un peu le numéro de sécurité sociale des actions, ça permet d'éviter de faire des erreurs. Je vais donner la quantité que je veux acheter, je vais donner le cours limité, 3% en dessous du dernier cours coté, pour ceux qui ont suivi, pour regarder la cohérence de tout ça. Et je vais acheter mes titres. En pareille situation, mes titres, ils sont comment là ? Si j'achète mes titres par mon banquier, ils sont nominatifs porteurs ? Si vous les achetez par votre banquier directement, c'est au porteur. Alors, ils sont au porteur. Qu'est-ce que c'est que le nominatif ? Alors, le nominatif, ça veut dire que vous êtes connu par la société, hein, vous êtes connu par nous, hein, en temps réel,
Et cette connaissance donc intime fait de nous, oui, un partenaire privilégié. Donc les titres, quand ils sont en nominatif pur, sont logés dans ce qu'on appelle la banque teneur de compte, qui est donc la banque qui gère notre valeur. Et donc, en l'occurrence, nous, c'est CACEIS Corporate Trust, qui est une émanation du Crédit Agricole. Donc, les gens nominatifs ont eu l'invitation et les clients porteurs n'ont pas forcément eu pour aujourd'hui. L'intérêt du nominatif, c'est que les droits de garde sont pris à la charge de l'émetteur, donc c'est nous. Ça, c'est nominatif pur ? Nominatif pur. D'accord. Et puis, autre chose importante pour ceux qui nous suivent de manière étroite et qui assistent à nos assemblées générales, vous êtes convoqué à l'Assemblée générale nominativement, vous recevez toute la documentation, l'avis de convocation AG, etc. Donc il y a une relation très étroite. Et le nominatif administré qu'il faut privilégier dans le cadre du PEA, c'est quoi ? Alors, le nominatif administré, c'est donc vos titres restent logés dans votre banque. Effectivement, l'intérêt que certains y trouvent, évidemment, c'est que vous pouvez le conserver au sein de votre PEA. Vous êtes également connu par nous. Mais en revanche, tout ce qui est la gestion de votre compte, ça relève évidemment de votre banque habituelle. D'accord, parfait. Nominatif pur, nominatif administré, porteur, là j'ai compris, d'un point de vue pédagogique, c'est parfait. On revient sur l'action Suez, on évoquait donc l'introduction sur les marchés suite à l'opération GDF Suez, on était en juillet 2008. Comment a évolué le cours depuis ? Alors, depuis cette période, donc depuis 8 à 9 ans, alors le cours alors vous le voyez donc à l'écran, notre cours c'est la courbe en vert. En gris, vous avez le CAC 40. En rouge, d'autres principaux concurrents. Et en bleu foncé, ou presque en noir, notre indice sectoriel, qu'on appelle le DG Eurostock Utilities. On vous a parlé là tout à l'heure de notre secteur, le service aux collectivités. Donc c'est l'indice qui reflète l'ensemble des sociétés de ce secteur. Alors c'est vrai qu'on surperforme notre principal concurrent et notre secteur. Notre secteur très largement, parce qu'il faut savoir aussi que l'indice sectoriel regroupe également les valeurs d'énergie qui ont terriblement souffert sur la période. Donc nous, par rapport à ça, on est resté assez proche du CAC 40. Il est clair que depuis, alors vous voyez, jusqu'à une période récente, jusqu'à 2016, on était même au-delà du CAC 40, une performance. Alors attention, là, tout ce que je vous montre, c'est avec dividendes réinvestis. Donc voilà, c'est la recommandation de l'AMF. Très important, ça effectivement, je me suis un peu battu auprès de l'autorité des marchés financiers sur le sujet. On ne communique en bourse, sur la majorité des sites, etc., que sur des graphiques de cours. La performance d'une action, c'est ce que l'on gagne en capital avec l'évolution du cours, plus l'évolution de ce qu'on touche en temps de dividende, qui est le revenu annuel. Donc la seule performance qui vaille, qui soit comparable à celle à d'autres placements, c'est la performance dividende réinvesti, qu'on ne voit jamais. Donc ça, c'est du dividende réinvesti. Dividende réinvesti, vous voyez. Et donc notre performance a été bonne jusqu'à, je dirais, jusqu'à l'automne 2016. Et 2016, effectivement, en fin d'année, il y a une baisse. Et ça, malheureusement, on est vraiment victime de la... Alors ça, les magazines patrimoniaux s'en sont fait l'écho. Une grosse rotation sectorielle. Les gérants ont privilégié, et ça c'est un peu suite effectivement aux anticipations d'inflation suite à l'élection de Trump, ont privilégié donc les secteurs bancaires, les valeurs cycliques, et notre secteur des utilities a été délaissé. Et malheureusement, nous en souffrons depuis quelques mois. Parfait. On a planté le décor. Le thème, c'était 4 raisons d'investir sur Suez. Comme ça, sans explication, donnez-moi les 4 raisons. Alors voilà, on vous les a mises à l'écran. Un rendement élevé pour l'actionnaire, nous allons y revenir. Un leader mondial, on va revenir là-dessus aussi, Suez, et dans ses métiers, un leader mondial, et ça a beaucoup d'importance. Troisième raison. Dans le choix d'investissement. Troisième raison, un groupe qui, par sa capacité d'être un leader et ses savoir-faire, a une offre innovante. L'innovation dans nos métiers est très importante. Et dernière chose, et ça on le montrera, notre modèle de croissance est très équilibré, très pérenne, à la fois dans notre mix d'activités, mais également dans notre profil de résultats. Allez, on creuse.
Premièrement, un rendement élevé, vous distribuez la rémunération d'un actionnaire, ça s'appelle le dividende. Qu'est-ce que vous distribuez comme dividende? Alors le dividende, depuis le début depuis l'introduction en bourse, donc depuis 8 ans, il est de 65 centimes d'euros par action. Donc il est resté constant à un niveau élevé qui offre à l'actionnaire un rendement de l'ordre de 4,5% sur la base du cours actuel. Aujourd'hui, quels sont vos engagements? Parce que vous savez que l'autorité des marchés financiers nous dit constamment, quand on parle d'un placement, les performances passées ne préjugent pas des performances futures. En matière financière, en termes de société cotée, il y a des engagements, enfin il y a des perspectives qui sont données par les directions des entreprises. La perspective sur le dividende, aujourd'hui, elle est quoi pour le Alors prochain la exercice? perspective sur le dividende, ce sera donc le dividende au titre de l'année 2017. L'engagement qu'a pris notre direction générale, c'est de le faire croître. Ce sera supérieur ou égal à 60... Il y a un engagement d'offrir 65 centimes d'euros à minima et une perspective de croissance. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que nos sociétés dans notre secteur, nous sommes des sociétés qui structurellement dégageons un très gros cash flow libre. Hein, et donc ça permet d'assurer la pérennité de ce niveau de dividende. Le faire croître en valeur, en montant plutôt, hein, d'aller au-dessus. On est également, nous, très soucieux de ne pas de ne pas montrer un payout trop élevé. Hein. Et le donc, payout, c'est un taux de distribution. oui, ramener au résultat net. D'accord. Hein, voilà. Et donc, notre payout aujourd'hui est plutôt autour de, et au-delà en tout cas de 60%. Hein. Et donc, il y a la nécessité pour la société d'augmenter son résultat net pour faire croître son niveau de dividende. OK. Deuxièmement, vous nous dites un leader mondial sur des marchés porteurs. On va commencer, si vous le voulez bien, par les marchés porteurs. Ça paraît un peu évident que la dynamique est favorable sur ces marchés-là. Voilà, je le rappelle tout simplement, c'est-à-dire que dans ces métiers de l'eau, et on viendra sur les déchets aussi, le fait que l'on se préoccupe de la ressource en eau, hein, et qu'on soit des professionnels dans ce domaine, notamment dans le domaine de la préservation de cette ressource en eau, fait que de facto nous sommes sur des marchés porteurs. Alors je vous ai mis quelques chiffres, hein, qui montrent l'importance du marché plutôt restant. Alors évidemment, on pourrait se poser la question, est-ce que ce marché est solvable, hein, et donc derrière, évidemment, il faudra faire en sorte que l'activité internationale le montre, mais il faut quand même voir qu'après, on dit 780 millions de personnes qui aujourd'hui, dans le monde, n'ont toujours pas d'eau potable. Pour l'accès au traitement des eaux usées, ça se chiffre en milliards de personnes. Et puis alors, on reviendra là-dessus aussi, hein, de plus en plus, à cause de la pénurie en eau, hein, on a tendance à construire, et pour nous c'est une aubaine, hein, c'est une opportunité, construire des usines de dessalement d'eau de mer, et on imagine en termes de prospective, hein, que de plus en plus de gens sur la Terre, compte tenu de ce qu'on appelle le stress hydrique, hein, on imagine qu'à peu près 40% de la population mondiale, à l'horizon 2035, souffrira de stress hydrique. Ça veut dire n'aura pas suffisamment de ressources en eau pour sa consommation courante. Et de ce point de vue-là, le fait de construire des usines de dessalement d'eau de mer est une réponse, une solution à cet enjeu. Ça, c'est le point sur l'avenir du marché de l'eau, l'avenir du marché des déchets. Alors sur les marchés des déchets, c'est pareil, hein, le marché des déchets est un marché extrêmement porteur. Pourquoi ? Parce que d'une part, dans les pays matures, il y a une évolution du métier, de l'enfouissement vers plus de valorisation. Donc ça veut dire qu'on demande à nos sociétés de plus en plus de savoir-faire. Et bien sûr, nous sommes présents dans ces savoir-faire. C'est-à-dire que les métiers sur le déchet sont véritablement en train de beaucoup évoluer ? Ils sont en train d'évoluer dans les pays matures. Et dans les pays en voie de développement, tout est à faire. Hein. Déjà dans l'eau, on a vu là tout à l'heure qu'il y avait beaucoup de gens qui n'avaient pas encore l'eau potable et qui ne bénéficiaient pas du traitement des eaux usées. Quand on est en matière de gestion des déchets, le champ de ce qui est faisable est encore plus important. D'accord. On voit donc bien les perspectives de vos deux marchés principaux. Vous nous avez dit on est un leader mondial. C'est quoi véritablement vos positions ? Alors, les positions du groupe sont véritablement mondiales. Alors, au niveau du métier de l'eau,
hein. Suez est le numéro 2 mondial. Au niveau du métier des déchets, on est le 4e mondial. Alors, on est présent. Alors, l'important. Ça sert à quoi d'être leader? L'important d'être leader, c'est, et on y viendra juste après, c'est d'ailleurs d'avoir notamment la capacité d'innovation. C'est-à-dire qu'on a derrière nous, on a 400 chercheurs, on a des budgets de recherche et d'innovation qui sont importants. Ça nous permet, en matière d'offres, d'être vraiment à la pointe. Est-ce que ça a aussi une utilité, je dirais, pour des grands groupes industriels, Absolument. de se dire, dès lors qu'on va prendre un gros groupe aux États-Unis, on va également le prendre en Europe, ou on gère que des contrats locaux? Absolument. Cette position de leader mondial a une grande importance. Alors peut-être pas effectivement au niveau des collectivités locales, où le local souvent l'emporte, mais vis-à-vis de cette clientèle des grands industriels, ça a toute son importance. Et je vois l'année dernière, on a gagné des contrats majeurs avec des groupes très importants. Le fait d'avoir une couverture internationale nous aide beaucoup. Je vois le contrat qu'on a eu avec Safran, on en a eu avec un Arkema, on a eu avec Total. Bon, le fait de pouvoir couvrir l'ensemble des zones du monde est une grande force. Alors vous nous dites, première raison, un dividende qui est stable, qui procure un rendement qui est élevé à 4,5%. Deuxième raison, le fait qu'on soit leader mondial dans des marchés qui sont porteurs. La troisième raison, et vous venez de me dire que c'était un avantage d'être grand pour innover. Vous m'avez parlé d'innovation. Alors pardonnez-moi ma franchise, mais moi, spontanément, j'aurais pas dit que dans l'eau et dans les déchets, c'était les secteurs où on innovait le plus. Alors effectivement... En pratique, c'est quoi les innovations? Oui, alors effectivement, on n'est pas la pharmacie, on n'est pas l'informatique. Néanmoins, ce qu'il faut voir, c'est que le budget de recherche et d'innovation, ça pourrait 75 millions d'euros. Et dans nos métiers, il y a des innovations. Alors là, on s'est dit concrètement. Voilà. Alors le système influx. Alors le système influx, gestion dynamique des eaux pluviales. Alors c'est quelque chose qu'on vient de mettre en place à Bordeaux, qu'on a mis en place aussi au niveau à Paris, au SIAP. Je crois aussi à Saint-Étienne. Je l'ai vu aussi à Saint-Étienne. À Saint-Étienne, voilà. Et donc, cette gestion dynamique des eaux pluviales, ça consiste à prévoir les intempéries. Et c'est très... On l'avait fait visiter avec Valérie Piazza, nos actionnaires de la région bordelaise. C'est une espèce de laboratoire, de tour de contrôle qui permet de voir arriver les orages, les intempéries, et de pouvoir, en ayant anticipé les épisodes orageux, de gérer de manière dynamique tout l'acheminement, tous les fluides, toutes les pluies qui se déversent. Dynamique, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous êtes en train de vous dire les quais des Chartrons vont être à Bordeaux, on va dériver l'eau vers l'autre endroit. Voilà, ça veut dire derrière, alors évidemment derrière c'est des capteurs, c'est beaucoup d'informatique, c'est derrière de rendre nos réseaux de collecte d'eau pluviale intelligents, et derrière de les connecter de manière... Et d'être capable, effectivement, comme vous le dites, d'ouvrir les vannes au bon moment, de savoir dériver les eaux au bon moment, de les envoyer dans les réservoirs qu'il faut. Et jusqu'à une période récente, Bordeaux souffrait d'inondations, de manière même en centre-ville. Et depuis la mise en place de ce système influx, on a effectivement une gestion optimisée des eaux pluviales. Alors, Visio... Centre de pilotage 360 degrés, on dit du service de l'eau. Alors là, c'est des choses que l'on implante région par région, qui consistent à nous, opérateurs du service de l'eau, d'être capables dans un lieu unique de vous visualiser. Alors là, on n'est pas uniquement sur les réseaux d'eau pluviale, mais sur les réseaux d'eau potable, qui arrive dans mon robinet. Également les réseaux d'eau usée. On est capable de détecter les fuites, notamment. Et en temps réel, de voir qu'est-ce qui se passe. Et partant de là, pouvant détecter les fuites en temps réel, on voit sur des tableaux lumineux où se passent ces anomalies, on peut les réparer, donc missionner en temps réel des équipes. Ça évite de perdre trop d'eau dans les tuyaux. Absolument, c'est un des grands enjeux de nos métiers, c'est le taux de fuite, faire en sorte que les rendements de réseau, comme on dit, soient optimum. Alors en France, on est plutôt gâté, c'est plutôt autour
de 70-80%, mais dans les contrats où on veut avoir une performance optimale, on vise 90 à 95%. Alors évidemment, dans le grand international, je pense notamment par exemple à Jakarta, nous avons la gestion des eaux de Jakarta, de l'eau potable, donc là les taux de fuite c'est plutôt de l'ordre de 50 voire plus. D'accord, donc ça veut dire que quand il y a 1 litre d'eau qui rentre dans le réseau, il y en a 50 voilà, 50% qui se perdent en nature. Absolument. Ok, on continue nos... Alors dans la gestion des déchets c'est pareil. Biovalsan. Biovalsan, traditionnellement dans une station de traitement des eaux usées, en sous-produit vous avez des boues d'épuration. Bon. Jusque dans un passé assez récent, ces boues, c'est les boues comme la boue. Oui, voilà, avec comme un E à la la fin, boue. Voilà. Mais des boues, c'est pas avec un T à la fin. Absolument. Et donc ces boues d'épuration, la voie naturelle, c'était de les brûler voilà. On n'avait pas de choses très très sophistiquées. Donc de plus en plus, et notamment on l'a fait à Strasbourg là récemment, on l'a fait à Grenoble aussi. L'idée, c'est d'utiliser ces boues pour produire du biométhane. C'est votre biovalorisation, ça. Voilà. Et donc ce biométhane, donc c'est une énergie évidemment, et comment dire, l'innovation consiste à faire un biométhane d'une telle bonne qualité qui puisse être réinjecté dans le réseau de gaz naturel de la ville. Et ça, pour y arriver, ça suppose la production d'un biométhane de grande qualité. Plastlab ? Alors Plastlab, donc ça c'est quelque chose qu'on avait fait visiter, un laboratoire, donc qu'on avait fait visiter à nos actionnaires de la région parisienne. Si vous passez par Paris, n'hésitez pas, on fera sans doute d'autres visites. C'est une unité qui permet de tester, de caractériser les plastiques, de mieux les connaître, et notamment, être capable de produire des plastiques de grande qualité, des plastiques recyclés de grande qualité. Donc l'innovation au niveau de la valorisation, ça permet de travailler la qualité du produit sorti. Ça permet de mieux connaître les plastiques et derrière de produire des plastiques recyclés de meilleure qualité, puisque de plus en plus on recycle le plastique et on en fait une matière première qui est réutilisée, notamment, par exemple, alors ça c'est évidemment dans le seuil ultime, en faire des plastiques alimentaires. Alors vous m'avez parlé de rendement, vous m'avez parlé de position au niveau mondial sur des marchés porteurs, vous venez de me parler d'innovation. Le dernier point, vous m'avez dit, en quelques minutes, une croissance pérenne, équilibrée. L'équilibre aujourd'hui, c'est quoi entre les activités ? Alors l'équilibre, on est très soucieux de cette notion d'équilibre, parce qu'on trouve que c'est grâce à ça, et puis c'est la réalité, ça, que c'est grâce à ça qu'on a une croissance pérenne et solide. Est-ce que les modèles économiques sont identiques ? Absolument. Le déchet, c'est quoi le modèle économique ? Non, alors le modèle économique n'est pas tout à fait le même. Dans l'eau, les contrats sont plutôt longs. Parce qu'on travaille avec des collectivités, donc c'est des durées de 10 ans en France, c'est même des durées de 20 ans en Espagne, c'est même une centaine d'années au Chili. Et ça impose des moyens pour investir, pour faire les centrales, Alors, pour faire les réseaux, pourquoi ils sont longs ? etc. Parce que l'on porte les investissements, effectivement. C'est un métier plus capitalistique que la gestion des déchets. Dans les déchets, c'est des contrats beaucoup plus courts, de 3 à 5 ans, notamment parce qu'on le fait surtout avec l'industrie. Et puis, par nature, ce sont des métiers... alors, il y a une grosse dose de service, et quand l'on porte des investissements, les investissements sont moindres que dans le métier de l'eau. D'accord, donc l'eau coûte plus cher en fonds propres que le... En tout cas, dans le bilan de la société, oui, absolument. L'activité eau est plus capitalistique. Ok, donc d'où l'importance d'avoir ces deux pieds. Absolument. Et ça, vous voyez, depuis très longtemps, on est à parité dans nos deux métiers, à peu près 50-50. Quid de la répartition géographique ? Répartition géographique, et ça aussi, on y tient. On est répartis 3 tiers. Un tiers en France, un tiers en Europe hors France, et puis un autre tiers en Europe, dans le reste du monde. Donc c'est ce qu'on appelle le grand international, au-delà de l'Europe. Et ça, on le fait. Alors, il y a certains... Alors évidemment, derrière, quand on croise eau et déchets, les positions ne sont pas nécessairement les mêmes. C'est-à-dire, par exemple, je prends le cas de l'Espagne. L'Espagne est un pays où nous sommes leaders dans le domaine de l'eau. En revanche, nous sommes absents dans la gestion des déchets. Idem aux États-Unis. On est numéro 2
en termes d'acteurs privés dans la gestion de l'eau, on n'est absolument pas présent dans la gestion des déchets. Et puis il y a d'autres pays où c'est au contraire la gestion des déchets qui prime. Ok, alors si on regarde, vous venez de terminer un plan stratégique qui s'est achevé en 2016, sur lequel il y avait un certain nombre d'engagements. On va regarder un peu les engagements, vous allez m'expliquer en 2 mots, pour pas qu'on déborde un peu la philosophie. Le développement international, c'est un axe majeur? Alors, le développement international est un de nos 4 accélérateurs de croissance. Hein. Notre part à l'international, c'est à peu près 1/3 aujourd'hui, mais on a vraiment la volonté de croître encore plus. Pourquoi? Parce que c'est dans l'international, il y a beaucoup de groupes français qui sont dans ce cas, hein, c'est quand même dans le grand international que l'on trouve les plus gros taux de croissance. Et on vous affiche là les taux de croissance moyens sur les 2 dernières années. Ok, client industriel. Alors, client industriel, l'idée, c'est de travailler de plus en plus avec la grande industrie. Hein. Le fait d'être, comme on l'a dit tout à l'heure, être un leader mondial nous place de manière assez naturelle à travailler ce type de client. Alors, dans l'industrie, on était très présent, enfin, on l'est toujours évidemment dans la gestion des déchets. On l'était beaucoup moins dans la gestion de l'eau. Hein. Donc, on s'est fixé une volonté de croître dans ce domaine et donc d'une manière générale sur les clients industriels également. C'est un relais de croissance avec des taux de croissance élevés. Est-ce qu'il y a aussi une volonté de sortir des marchés entre guillemets régulés avec les collectivités locales pour être plus dans des économies, dans un vrai marché? Non. L'activité régulée que l'on fait notamment aux États-Unis et au Chili dans le domaine de l'eau, qui évidemment est capitalistique, hein, mais qui nous, en revanche, nous porte sur des engagements long terme, a vocation à vraiment rester dans le mix d'activités de la société. Okay. Dans l'idée, c'est l'exposition, certes, était forte historiquement. On garde évidemment ses parts de marché, mais on fait croître plutôt des segments nouveaux. 3e axe, il y avait la valorisation des déchets. Alors la valorisation des déchets, on en a un petit peu parlé. Hein, l'enfouissement technique, comme vous l'avez dit Jean-François, historiquement était très rentable. Néanmoins, on sait que au niveau de la citoyenneté, hein, au niveau de l'environnement, on a plutôt tendance à aller vers l'économie circulaire et donc la valorisation des ressources. Donc voilà, valorisation des déchets, valorisation matière, énergétique, c'est quelque chose que l'on pousse. Et on s'était fixé des ratios ambitieux, de valoriser 2 tonnes pour 1 tonne éliminée. Et en 2016, ça y est, on l'a tout juste dépassé, mais on l'a dépassé. Autre point, dans vos objectifs pour jusqu'à 2016, il y avait les nouveaux services dans l'eau. Alors, vous m'aviez dit que il y avait des eaux que vous traitiez, il y avait de l'eau potable que vous distribuiez. C'est quoi les nouveaux services dans l'eau? Alors, nouveaux services dans l'eau, ça veut dire 2 choses. D'une part, ça veut dire, à la marge, offrir à nos collectivités, là c'est plutôt collectivités locales, d'autres services. Je pense par exemple... quand on gère donc l'eau potable, les eaux usées, mais leur offrir par exemple pour certaines la gestion portuaire. Hein, je pense à Roanne, on gère leur port, voyez, à la marge. Et puis l'autre chose, c'est dans dans le dur de nos métiers, comme je vous l'ai expliqué, il y a davantage de compteurs, de capteurs, donc tout ce qui tourne autour de la digitalisation de nos métiers est quelque chose de très important. Et dans ce cadre-là, le chiffre d'affaires s'accroît. Ça, c'était le plan stratégique jusqu'en 2016. Quels sont aujourd'hui vos objectifs pour 2017? Alors, les objectifs de 2017, c'est clairement une progression, évidemment, organique. Hein, donc c'est pas organique, ça veut dire qu'on gomme les effets change, puisque évidemment, on est un groupe très exposé à l'international et on est en plus un groupe qui fait quelques acquisitions. Hein, donc ça veut dire que croissance organique, on gomme les effets périmètre et change. Hein, donc c'est intrinsèquement la croissance que l'on veut de nos métiers. Et là, évidemment, il y a une croissance attendue du chiffre d'affaires et du résultat d'exploitation qu'on appelle EBIT dans le jargon des analystes. D'accord, donc progression attendue des résultats qui améliore également le cash flow disponible. Alors le cash flow disponible, toujours environ 1 milliard d'euros. Hein, donc dans l'absolu, c'est un montant que l'on atteint aujourd'hui et c'est un engagement que l'on prend également pour le futur. La question de l'endettement chez vous est importante, notamment pour financer des choses dans l'eau, parce qu'on a vu que c'était plus capitalistique. Alors la société, effectivement, est une société qui, mais c'est structurel, hein, est endettée à hauteur de 8 milliards. Ce que nous reconnaissent ce qui est reconnu dans notre métier, c'est d'avoir un ratio dette nette sur EBITDA d'environ 3 multiples. Et donc, c'est un ratio que l'on s'attelle à conserver,
à maintenir. Et il est très important puisque pour nous, cette solidité financière qu'on nous reconnaît nous permet notamment, par rapport vis-à-vis de l'agence de notation Moody's, d'avoir une notation à 3 et qui nous permet de nous refinancer à des conditions préférentielles. Dernière question. Vous avez annoncé au mois de mars une acquisition. Suez acquiert GE Water pour 3,2 milliards. J'ai pris un extrait de l'usine nouvelle, juste pour vous dire qu'on obtient des informations sur les boîtes cotées. On n'est pas obligé de lire la presse boursière, quoi. On obtient des informations sur les boîtes cotées partout dans la presse, et en particulier dans l'usine nouvelle, qui est un bon support. C'est quoi cette opération, en 2 mots? Alors c'est le 8 mars dernier, donc c'est tout frais. On vient d'acheter, donc le processus est en cours de finalisation. Quand je dis finalisation, parce qu'il faut toujours obtenir des autorisations auprès des autorités européennes ou américaines. Donc on achète les activités eau de General Electric, du conglomérat américain General Electric Company. On appelle cette société GE Water. Et on vient de l'acheter donc pour 3,2 milliards d'euros. Alors pour nous, c'est extrêmement important parce que cette société, en fait, elle coche 3 des 4 priorités qui ont été énoncées précédemment. D'une part, c'est une société qui est... Développement international. Voilà, qui à 85% traite de l'eau pour les industriels. Donc pour nous, c'est évidemment très... Donc c'est client industriel et développement international. Alors, développement international, évidemment, c'est l'ancrage américain. C'est une société qui fait 50% de son activité aux États-Unis et le reste, c'est à travers le monde. Donc ça va renforcer notre développement international. Et d'autre part, ce qui est très bien, c'est que cette société est une société à la fois de services et de vente d'équipements, mais qui s'appuie sur des technologies digitales très avancées. Et nous, dans ce domaine, on a un savoir-faire réel. Clairement, ces gens sont en avance et le fait de récupérer cette expérience va nous aider dans cette digitalisation de nos métiers. Allez, dernière question. Je vais vous répondre dans 2 secondes. Le monsieur qu'on voit là s'appelle Jean-Louis Chaussade. Ça doit être le directeur général de chez vous. Alors Jean-Louis Chaussade est le directeur général de Suez depuis une dizaine d'années. Vous ne m'avez pas présenté comme étant un atout. C'est... Je sais que vous avez horreur de ça. Alors là, les boîtes ont horreur de parler de leur manager. Il a fait sa carrière dans l'entreprise. Il est arrivé comme ça le jour où il y a eu l'opération et on a mis le titre sur le marché. Vous nous dites 2 mots de lui? Alors là, c'est une petite astuce de Jean-François, puisque les fois précédentes, on faisait exprès de mettre le visage de Jean-Louis Chaussade au départ. Donc oui, non, évidemment, Jean-Louis Chaussade est le dirigeant de notre groupe depuis 10 ans. C'est quelqu'un qui a fait toute sa carrière donc, au sein de Suez, donc c'est depuis plus de 30 ans. Il est rentré jeune ingénieur chez De Grémont. Il a eu beaucoup d'expérience à l'international, notamment en Espagne, notamment en Argentine. Il a été le patron de Grémont. Donc pour nous, c'est une réelle force. C'est quelqu'un qui connaît très très bien nos métiers. Il a fait beaucoup de terrain. Et depuis 10 ans, quelqu'un qui a montré dans un environnement macroéconomique qui était difficile, de manière générale, mais dans nos métiers particulièrement, on a beaucoup souffert des difficultés de l'industrie européenne, a su mener la société avec beaucoup de prudence, et c'est ce que nous reconnaît le marché. Bien, on termine donc avec, je vous rappelle, les éléments clés de l'action Suez en bourse cotée sur Euronext Paris. Secteur services collectivités, éligible au compte titre ordinaire, mais c'est une fiscalité qui peut être un peu dure, mais également éligible au plan d'épargne en action. Mesdames et messieurs, vous pouvez applaudir Florent Gautron. Merci à vous, Florent. On va tout de suite... Alors, j'ajouterai une petite chose. On vous a remis donc à chacun un petit sac dans lequel vous avez tout un certain nombre de documentation sur la société. Il y a la lettre de l'actionnaire, il y a le guide de l'actionnaire. Il y a des revues aussi sur le positionnement du groupe. On vous a mis quelques communiqués de presse, notamment celui de l'acquisition de GE Water sur nos résultats 2016. Donc n'hésitez pas à nous poser des questions si vous le souhaitez sur ces thèmes. Valérie, Florent reste là. On va faire un quart d'heure de pause. Ce sac, vous savez, de toute manière maintenant, on n'a plus le droit de les jeter. On peut les utiliser aussi pour aller faire les courses. Un petit quart d'heure de pause, on boit un verre et on se retrouve pour la conférence suivante.